bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva avec l'IPASCO. On continue toujours notre recherche et nos réflexions. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on introduise petit à petit la méthode Silva pour le système pédagogique, comment on peut aider les parents. Et je me suis dit, tiens, pour commencer à parler un peu de ça, j'ai lu le petit bouquin de Laura Silva, For Parents Only, de Silva Method. Et il n'est pas en français, il n'est qu'en anglais. Donc c'est Laura qui l'a écrit. Alors très sincèrement, c'est la méthode Silva pour les enfants. Voilà, là clairement, il n'y a pas à chercher. Elle reprend les mêmes thématiques. Le bouquin est très très court, donc s'il y a des parents qui sont intéressés, autant que vous lisiez le petit bouquin bleu, qui n'est pas bleu en France, d'ailleurs le bouquin de base en France, et vous aurez toutes les bases. J'ai trouvé néanmoins que c'était chouette parce que Laura, ayant été la fille de José, elle donne sa vision des choses, même si elle reste au départ très technique. Il y a quelques petites phrases que je trouve sympas où elle dit euh, que ça a pu vraiment l'aider dans sa jeunesse et en tant que petite fille. Donc, euh, Lee, tu confirmeras ou t'infirmeras, mais la méthode initialement a été développée pour les enfants, ou en tout cas pour développer une meilleure capacité à l'école, même si après c'est parti sur autre chose. L'idée initiale de José, c'était de faire que ses enfants puissent être brillants, bons à l'école. C'est bien ça, hein? Tout à fait, tout à fait. Donc, Et c'était en testant ça qu'il a découvert qu'il avait produit autre chose. exactement. Et c'est là où c'est intéressant. Je pense sincèrement que la méthode a quelque chose de vraiment utile pour les parents, pour les éducateurs, afin qu'ils puissent aider au mieux dans les apprentissages. On sait très bien que quand on est enfant et ado, c'est pas toujours simple l'école, c'est pas toujours simple le rapport social, c'est pas toujours simple la confiance en soi, c'est pas toujours simple différents aspects de soi-même, de son changement physique, psychique, émotionnel, des hormones, si on revient à ce qu'on disait la semaine passée. La gestion de tout ça est parfois un peu compliquée. Et la méthode a, je trouve, une belle vision de ce que ça peut aider. La première chose que j'ai bien aimé la préface qui était donc proposée par José, en fait, c'est de dire que le parent, alors encore plus l'éducateur, hein, n'est qu'un accompagnant ou un aidant pour l'enfant. L'enfant, il va être autonome, et même si parfois c'est un petit peu difficile pour le parent de se dire, il n'est pas juste la projection que je me fais de ce que j'aimerais qu'il soit, il est libre et indépendant, même si bien sûr l'éducation fait que on le formate un peu. Il a sa personnalité, il aura sa vie, et c'est pas, il n'est pas là pour répondre à vos desiderata, même si bien sûr on comprend très bien que c'est un des objectifs. Cette notion-là de se dire, je suis un accompagnant, je suis quelqu'un qui va aider au mieux à ce que cet être soit quelqu'un de bien pour lui et possiblement pour la société, je trouve que déjà c'est un état d'esprit qui est assez chouette. C'est pas quelque chose qui enferme à dire, vous allez utiliser une méthode pour que ce soit ce que vous désirez. Et ça, c'est Voilà. important. Mm, Euh, Dans l'éducateur, et là on va généraliser un parent et je vais mettre plus largement les éducateurs, je vais mettre les professeurs, les éducateurs sociaux, etc., etc. L'objectif est de permettre aux jeunes, à l'enfant et aux jeunes, de pouvoir se s'exprimer par rapport au monde et au système en s'adaptant aux règles, parce qu'il y en a, mais en ne s'empêchant pas d'être lui-même à ce moment-là. Donc, il y a toujours cette notion qui est assez importante à prendre en compte, euh, d'être un accompagnant, c'est pas toujours le mot qu'on exploitera, mais un accompagnant pour que l'enfant et le jeune puissent s'exprimer. Qu'est-ce que tu en penses ça, déjà de cette notion? Moi, j'ai absolument. trouvé que c'était intéressant. Oui, oui, oui. Donc, en fait, je trouve c'est une sorte d'écho de Khalil Gibran qui disait, vos enfants ne sont pas vos enfants. Vous Exactement. êtes là pour les accompagner, mais ils sont leurs propres êtres. Et c'est ça qui est bien dans la méthode. C'est pas, voilà une méthode où tu peux produire des enfants sages comme tu veux qu'ils soient, mais voilà une méthode pour que tes enfants peuvent réussir dans la vie. Mm, mm. Et
José Silva lui-même, bon, au départ, on a souvent l'impression qu'il a créé cette méthode et il a utilisé ses enfants comme cobayes. Mais en fait, le premier but de découvrir toutes ces techniques, c'était je veux que mes enfants réussissent comme moi. Parce que il avait déjà trouvé que lui, il avait une réussite exceptionnelle parce qu'il utilisait son cerveau d'une façon que 90% n'utilisaient pas, c'est-à-dire en alpha automatiquement quand il pensait. Donc, il voulait justement passer cette possibilité à ses enfants, d'avoir autant de chance et de facilité de réussir et justement d'établir leur but que lui avait. Et donc, il a développé des techniques pour faire ça. Mm. La notion essentielle, c'est vraiment ça. On pourrait avoir l'impression avec le nom initial de la méthode Silva qui est mind control, de se dire je vais contrôler l'esprit de mon petit loulou ou de ma petite loulouve, mais en fait pas du tout. L'idée est que ce dernier puisse apprendre par lui-même à exploiter son propre esprit pour optimiser les choses, sachant que la vie d'un enfant, elle n'est pas simple, même si pour un adulte, ça semble toujours simple. Ça apprend à parler, à marcher, à exploiter des trucs, à obéir à des règles, à se sociabiliser, à tenter de réussir des tests, des examens, on lui demande d'apprendre plein de choses, etc. Mine de rien, c'est ultra stressant pour un enfant. Dans une société comme la nôtre, on n'est pas dans une société où l'enfant, il est hyper apaisé. Alors, il est dit qu'on reste en alpha jusqu'à à peu près 6-7 ans, qu'on est dès lors beaucoup plus enclin à être dans une capacité subjective qu'objective à ce moment-là. En fait, le monde à ce moment-là est moins problématique qu'on peut le vivre après. Néanmoins, c'est quand même un élément important à prendre en compte chez l'enfant de se dire euh, il va vivre des éléments stressants et l'accompagnateur va être, le parent ou l'éducateur, va être quelqu'un qui doit lui apprendre à gérer ce stress parce que c'est un stress. Vous imaginez, là, je vois des parents qui sont en train de laisser leur petit arriver en maternelle. Donc les petits bouts, ils ont 2 ans et demi, 3 ans, ils arrivent pour leur première année de maternelle, parce que maintenant en France, c'est obligatoire à partir de 3 ans, je crois. Et ouais, je crois que c'est devenu obligatoire, hein. J'ai lu un article quelque part, confirmer les parents qui ont des petits bouts. Mais ça fait tout petit et ça demande une sociabilisation et un stress, une rupture avec le parent, tout un ensemble d'éléments qui n'est pas évident à gérer. Et on a beau se dire c'est normal parce qu'on a été aussi à l'école à cet âge-là, parce que, c'est quand même des éléments stressants. Et je trouve que le premier élément de la méthode qui est d'apprendre à gérer l'alpha, parce que l'enfant ne va pas apprendre à aller en alpha, il y est quand même la plupart du temps, est quelque chose qui est bien pour relâcher et relaxer l'enfant. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette notion-là et de ces stress de l'enfant que souvent, nous, on a du mal à voir parce qu'on se dit, oh, ça va, c'est un truc d'enfant. Mais au bout du compte, quand on commence à regarder, si nous, on nous demandait la même chose aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on le gérerait tellement bien. Justement, moi, je me rappelle quand j'étais prof dans un lycée, le seul moment où j'avais le droit de dire aux enfants, on va jouer des jeux, on va s'amuser ou on va se relaxer, et j'ai donné des petites méditations, c'était quand les examens étaient terminés et on était un peu justement les superviseurs des enfants pendant qu'on attendait les vacances, quoi. Donc, il fallait les amuser. Et moi, je les ai fait justement des exercices de méditation, des exercices de ISPES, intuition, ils étaient remarquables et tout ça. Donc, on s'est vraiment amusé. Mais je me suis dit, c'est dommage que ça s'est considéré en dehors de la vraie éducation. C'est ce qu'on fait juste pour remplir le temps à la fin de l'année. Oui, effectivement, l'idée de pouvoir se relaxer, de pouvoir sentir soi-même dans le bien-être, c'est capital pour tout le monde. Sauf les enfants, ils apprennent presque dès le départ. Il faut qu'on travaille, il faut qu'on fasse un effort, il faut qu'on ait des bons résultats, il faut qu'on soit mieux que les autres. Et toute la notion de plaisir d'apprendre. Et c'est ça qui est dommage, parce qu'un enfant qui est en prédominance alpha, dans sa nature, il aime apprendre. Mais le système d'éducation, souvent, il enlève ça dès le départ. Et ça, c'est vraiment dommage. Vraiment dommage.
Même si je trouve qu'il y a de plus en plus de profs, de jeunes profs qui tentent Oui, vraiment d'avoir des orientations ludiques, sans yeah. parler des écoles alternatives, tu vois, comme les Montessori, etc. Mais vraiment dans l'éducation nationale, moi je trouve les profs incroyables. Franchement, la génération de profs depuis peut-être 10 ans, c'est quand même, ils sont hyper créatifs, ils tentent plein de choses. Ils ont du mal à tenir très longtemps dans l'éducation nationale parce qu'ils ont eux-mêmes plein de pression, on les empêche de faire plein de choses et tout. Mais je les trouve hyper créatif, justement, pour que l'enfant, beaucoup s'intéressent à l'évolution de l'enfant et on s'est bien rendu compte que les laisser sur place pour apprendre, c'est pas la bonne chose. Déjà pour les adultes, on sait que on fonctionne par cycle d'apprentissage et même de concentration et que même nos sessions d'1 heure, c'est trop long parce que notre capacité de concentration, elle est optimum pendant 20, 25 minutes, 30 minutes parfois. Et après, on devrait bouger, on devrait faire des choses. Bon, on a appris de par la... Pomodoro. Pardon, ouais, exactement. Pomodoro, oui, oui. Exactement. Je trouve ça excellent, oui. C'est d'excellent, c'est des choses excellentes qui, malheureusement, ne sont pas forcément toujours faites, ni même dans le monde adulte, hein. Dans la formation adulte, euh, il y en a qui ont du mal. Moi, par exemple, quand je suis en séminaire, j'estime que je me fais plaisir à me payer un séminaire. Si j'ai envie de me barrer au bout de 10 minutes parce que j'ai envie d'aller marcher, je le fais, tu vois, je ne me prends pas la tête. Parce que, en fait, c'est comme ça que j'apprends. Tu vois, à force d'avoir fait des dizaines et des dizaines de séminaires, il y a des matins, je ne suis pas dedans. Tu vois, quand les séminaires durent 10 jours, et ben, je rentre, je vais dans le truc, j'écoute le prof, je vois que je ne suis pas concentré, je me barre, je vais manger un truc ou boire un café, je reviens 1 demi-heure plus tard, et là, je suis OK, je suis bien. Mais tu vois, ça, c'est des choses qu'il faut apprendre. Oui, j'ai loupé 20 minutes de cours, 1 demi-heure de cours. C'est pas la fin du monde, hein. Je demande ce qui s'est passé, je lis mon bouclette et tout se passe bien. Mais tu vois, même ça, et je le vois, moi, avec mes propres apprenants, où je dis, hey, quand vous en avez marre, vous vous levez, vous allez vous faire un café, vous vous levez, vous allez manger un truc, c'est pas grave. Moi, je continue le cours, c'est pas grave. Et ben les gens, ils ont du mal. Ils sont encore en train de faire, est-ce que je peux aller aux toilettes? Est-ce que je peux téléphoner à quelqu'un? J'ai un appel à passer et tout. Ouais, mais en même temps, s'il y a des moments où tu sens que tu satures du cours ou autre, bah te dire, je prends 5 minutes, je me bois un café, je me fume ma cigarette, même si c'est pas bien de fumer sa cigarette. Je fais, euh, je fais des jumpy jacks si j'ai envie. Et ben, c'est pas un problème dans l'absolu. Et même nous, en tant qu'enseignants, ou en tout cas éducateurs à un moment donné, il faut accepter cette notion que chacun va apprendre à sa manière, a des temps et des capacités d'apprentissage. Et il y a des moments, bah, ils vont être saturés. Et c'est là où comprendre l'alpha, comprendre le besoin de se relaxer, de se détendre, tu vois, on sait très bien qu'après un repas, c'est très bien que l'état alpha, il est assez présent, hein. Et c'est très très bien que les personnes puissent, bah, ils sont pas vraiment là. On sait on doit faire des trucs un peu plus dynamiques après le déjeuner. Mais il y a des moments, bah, notre cours, il fait que là, c'est un élément théorique. Quand il y en a qui baillent aux corneilles ou qui s'endorment un petit peu, c'est pas tellement grave, en fait. C'est comme ça, ça doit être pris en compte. Je pense que c'est important pour l'éducateur de ne pas prendre mal le fait que le jeune, l'enfant ou l'adulte, bah, il ait sa manière d'acquérir la connaissance qui ne correspond pas forcément à des modèles qu'on a eu l'habitude d'exploiter pendant des années avec une notion un peu plus rigide et un peu plus stricte. D'ailleurs, toi, comment tu le vis? Parce que ça, c'est intéressant. Toi, ça fait des années que tu fais des lectures, donc tu enseignes depuis des années et des années. Tu as vu donc plein de types de façons de prendre ton enseignement. Il y en a qui vont être comme ça, les yeux ouverts. Il y en a qui vont être comme ça. Il y en a qui vont écrire. Il y en a limite qui dorment. Il y en a, ils rentrent, ils sortent. Comment toi, tu abordes ça? En plus, toi, avec ta connaissance pédagogique, avec ta formation, avec en plus tout ce que tu connais en Silva, avec en plus tout ce que tu connais en neurosciences, en hypnose, etc. Comment tu abordes ça? Alors là, je te mets vraiment du côté instructrice, formatrice, quand tu vois des apprenants aussi diversifiés et des façons d'apprendre de façon complètement différente. De toute façon, c'est beaucoup mieux que d'être un prof dans un lycée, parce que là, ils sont là par obligation. Alors là, même s'il y a toutes ces réactions différentes, au moins, ils sont là parce qu'ils ont choisi quelque chose qui les intéresse et ils veulent l'apprendre. Alors pour moi, c'était déjà un luxe extraordinaire. Bien sûr, bien sûr. Sinon, on a souvent l'impression en tant que
enseignant d'être plutôt un policier qu'autre chose. Ouais, ouais. Bon, et puis, il y a aussi, bon, à part le rythme 20-25 minutes, il y a aussi les 1 heure et demie Oui. qui sont là en constance. Dans la nuit, c'est quand on se réveille à la fin d'un rêve. Dans la journée, c'est un moment où on a besoin quand même d'un changement de rythme. Mm. Et là, justement, normalement, je fais de mon mieux de calculer les pauses pour que ça Mm. soit pas Mm. plus qu'1 heure et demie chaque fois. Ouais. Et même si c'est juste une toute petite pause de 5 minutes, de ne pas continuer pendant 2 heures sans un break. Mais pour respecter les 20-25 minutes, on ne peut pas arrêter un cours tous les. Mais Mm. on peut quand même changer le rythme. Si on est, on peut, au lieu de parler, dire, OK, qui a des questions? Et là, on passe à, ou bien maintenant, on va faire une relaxation, d'accord. Ou bien maintenant, on va regarder l'écran. Donc, il y a plusieurs types d'activités et c'est ça, justement, dont on a besoin à la fin de ces minutes. Un petit moment de déconnexion pour traiter les infos et puis reconnecter avec un autre rythme. Mm. Bon, donc ça, c'est intéressant. Mais le type de personnalité, en fait, moi, je trouve surtout ça dans la méthode Silva. Donc, au moins, dans les cours d'hypnose, j'ai des gens qui veulent être thérapeutes, qui ont une Mm. certaine connaissance de psychologie, etc. Mais en Silva, j'ai tout le monde. J'ai Mm. j'ai des gens qui sont justement profs à une université et j'ai des gens qui justement conduisent des camions et tout ce qui est entre deux. Mais ils sont là quand même pour eux-mêmes, pour apprendre quelque chose pour eux-mêmes. Et la méthode Silva, c'est quand même assez diverse à avoir quelque chose pour tout le monde. C'est ça que j'aime bien. Mais moi, j'aime bien ça. J'aime jongler un peu avec la variété de réactions et les différences. Mm. En Mm. fait, c'est ça qui fait que j'aime toujours enseigner après plus que 30 ans. Hein. Sinon, si tout le monde était toujours pareil, ça serait ennuyant quand même. Ouais. Tu sais que moi, c'était un des trucs quand j'ai commencé à donner des cours. J'étais hyper étonné, moi étant plutôt là, mais pas là. Et en fait, j'écoute, vu que je suis pas vraiment visuel, je peux faire d'autres trucs en même temps. Donc, bah, en fait, quand j'entends un mot, d'un coup, il y a plein de choses où j'ai plein d'idées, et donc je pose des questions où je commence à bouger. Mais j'en avais qui étaient genre, qui me regardaient comme ça. Genre, tout ce que je disais, j'avais l'impression que c'était scruté. Il y avait ceux qui, te regardent jamais. Genre, ils prennent que des notes. Genre, t'existes pas. T'es juste une note, tu vois. Euh, et je trouvais ça, au départ, je me disais, bah, c'est vraiment bizarre. Tu as l'impression que ton message ne passe pas. Tu sais, c'est assez étrange. Tu te dis, bon, mais est-ce que ça les intéresse? Ça les intéresse pas? Ils prennent des notes, mais bah, tu sais pas. Il y en a, tu sais, qui sont en train de répondre à des mails en même temps. Tu dis, bon, est-ce que ça les intéresse ou pas? Alors qu'en fait, ça les intéresse, hein, au débrief, quand on est en train de faire des pauses, ils ont plein de questions. C'est juste que vu que chacun va avoir son. Alors, si on prend un petit peu les logiques PNL, le sens de base, il va être visuel, auditif, kinesthésique, et ben automatiquement, il ne va pas suivre le cours de la même façon. Et nous, en tant qu'enseignant, tant que ça, tu ne l'admets pas, alors tu peux le comprendre intellectuellement, mais tu ne le vis pas, tu te dis, ouais, mais non, mais ça va, tout le monde suit à peu près un cours de la même manière. Mais pas du tout, pas du tout. Il y a ceux qui bougent tout le temps, tu as l'impression que tu les ennuies, qu'ils ont envie de se barrer de ta classe, alors que pas du tout, ils adorent ton cours, mais ils ont besoin d'être en mouvement. Tu as ceux qui vraiment te regardent jamais parce que bah, c'est des auditifs, donc en fait, tu existes, mais juste par rapport aux mots, à la fréquence des mots, au rythme que tu donnes. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'hyper intéressant à prendre en compte. Et si à tout ça, on y ajoute tout un travail de relaxation, un travail où on cherche à amener nos partenaires à découvrir leur transe ou à aller en alpha, à aller dans des phases de relaxation, je trouve que on arrive à donner un rythme commun à tout le groupe. Et d'ailleurs, c'est un des points que je trouve super intéressant d'un point de vue pédagogique dans la méthode, c'est que au bout du compte, même sur la matinée de présentation de la méthode, pédagogiquement, il y a un moment où on fait une petite méditation. Et cette petite méditation, elle permet de ramener à peu près tout le monde au même rythme, à Oui, la même fréquence. Et oui, ça, je trouve que c'est très, très pertinent dans la pédagogie. Cette notion de se dire, OK, bah, on va être, qu'importe comment vous avez pris des infos jusqu'à présent ou dans quel état vous êtes en rentrant dans la salle. On va faire un exercice de relaxation qui dure pas longtemps, hein, je crois qu'il dure 5-10 minutes, celui que tu proposes.
et on met tout le monde, quoi. Tout le monde se donne la possibilité d'aller au même rythme. Et on sent que le rythme, d'ailleurs, change complètement. Que les gens rentrent dans cette notion. Et ça, c'est un des points, je trouve, forts d'un point de vue pédagogique de la méthode, d'emmener régulièrement vers cette idée de relâchement. Et c'est pas simplement pour que la personne soit optimum, c'est aussi pour créer un groupe qui ait une énergie commune. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois, hein, une espèce de synchronisation des fréquences de tout à chacun dans le rythme de la classe. Je ne sais pas si toi, ça te semble cohérent et ça te parle. Est-ce que ça te semble une des idées de base de mettre tout le monde à la même fréquence, entre guillemets? Justement, et c'est rare dans un cours qu'on a cette possibilité simplement de dire, OK, on ferme les yeux, on va tous au même rythme. Donc, c'est pour ça que la méthode Sylvain peut être justement de 9 heures du matin jusqu'à 19 heures le soir. Et les gens sont pas fatigués ou ennuyés à la fin parce qu'ils ont eu ces périodes de relax, déconnexion, etc. Et puis, pour un groupe adulte, je trouve que c'est important de ne pas simplement faire du blabla, mais de faire de temps en temps des petites choses où c'est plus interactif, quoi. Donc, évidemment, s'il y a des questions. Et par exemple, quand on enseigne le miroir de l'esprit, souvent, je demande à tout le monde de se lever, mettre le bras devant, tourner le bras et voir où Mm. ça bloque et puis visualiser. Ça prend 2, 3 minutes, mais tout le monde est impliqué là. Ils ne sont plus dans juste passifs, réceptifs, etc. Ils sont impliqués là-dedans. Et Mm. puis, pour les enfants, oh là là, quand on donne le cours enfant, j'ai souvent eu des assistants ou des instructeurs en formation avec moi qui observaient et il voulait toujours dire à un enfant qui parlait, arrête, fais attention, ou arrête de colorer ton livre pendant que madame parle, etc. Et j'ai dû les expliquer, non, non, surtout non, parce qu'un enfant, il est automatiquement multitâche. Il peut Exactement. beaucoup plus se concentrer sur ce que tu dis si en même temps il est en train de colorer son livre. Mm. Et, euh, et surtout pas les faire penser qu'ils sont comme à l'école, parce que je Mm. voulais surtout que le cours enfant soit un moment où on prend plaisir à apprendre. C'est justement, le compliment que j'ai beaucoup eu, c'est quand des enfants sont revenus répéter le cours, je dis pourquoi tu viens vous faire une deuxième fois? Ah, parce que c'est du fun, on me disait. Et c'est ça le but, que c'est du fun et en même temps on apprend. C'est excellent. C'est d'ailleurs un des points qui est sympa que Laura, à un moment, met en lumière. Elle dit au départ, ouais, je reviendrai sur ça après, mais elle dit à un moment, c'est intéressant. euh, Elle, d'un des premiers points qu'elle met en avant, c'est tenter outre la relaxation, il y a bien sûr le mental house cleaning, on y reviendra un petit peu après, mais c'est justement la puissance de l'imagination et elle, ce qu'elle appelle the energy of the mind, donc l'énergie de l'esprit. Mhm. Alors bon, après, ça, moi, je l'ai pas vu dans ta classe, je t'ai pas vu faire ça, mais tu vois, elle dit, donc, pour voir l'énergie en action en pliant les petites cuillères. Elle parle de bending the spoon. Et bon, ça, c'est un des éléments. Et après, elle explique tous les éléments où il s'amuse à programmer des plantes, à programmer un ensemble d'éléments pour montrer que la concentration de soi-même sur quelque chose peut impacter. Et après, bah, sur les autres, montrer comment une bonne intention peut créer quelque chose chez des gens, un mot positif peut emmener des choses positives. En fait, montrer quelque chose de concret par rapport à les capacités qu'on a, mais qui ne sont pas forcément mises en exergue dans le système éducatif, que ce soit familial ou scolaire. Et justement, si on revient à cette notion de fun, c'est pouvoir avoir une expérience un peu folle, un peu rigolote, en tout cas hors du cadre habituel, folle dans ce Ouais, niveau-là, ouais. un niveau, et se dire, tiens, on a possibilité d'avoir des capacités et des compétences qui ne sont pas celles qui sont notées de façon générale dans notre quotidien, des maths, du français, etc. Mais notre imagination, notre façon de penser une histoire, notre façon de créer des histoires autour
des clés de mémorisation, par exemple, notre façon de percevoir les choses si on fait notre projection sur un objet, etc., etc., où ça, c'est complètement accepté. Et cette notion d'acceptation d'un monde subjectif un peu alternatif, mais étant, et comme tu viens de le dire, complètement acceptable, allant à l'encontre un petit peu des cadres qu'on a l'habitude, offre à l'enfant une perspective et une possibilité de se dire, euh, j'ai le droit et je m'autorise à expérimenter et vivre autre chose et me dire que c'est OK et qu'il n'y a pas de critique. C'est pas, je vais pas être noté déjà. Et d'autre part, si je vis quelque chose qui est un petit peu hors du commun, c'est-à-dire hors du groupe, hors de la façon de faire des autres, et ben c'est très bien aussi. Et tu vois, j'ai l'impression que d'un point de vue pédagogique, c'est l'acceptation de la différence à un moment donné qui offre la possibilité aux jeunes de se dire bah, j'ai le droit de percevoir les choses comme ça, j'ai le droit de vivre des expériences comme ça, j'ai le droit de me donner la possibilité de ne pas penser dans la boîte et sortir de la boîte et que c'est très bien et ça ne sera pas du tout quelque chose de critiqué ou critiquable par l'instructeur Silva ou par le parent qui a un petit peu cet état d'esprit-là. Qu'est-ce que tu en penses, cette notion d'accueil de la différence? J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est assez prégnant dans la méthode. Et tu vois, quand je lisais son petit ouvrage, c'est un peu ça que ça me faisait penser. L'enfant a le droit d'être différent, même si on l'oriente. Hein. On n'est pas en train de dire que c'est n'importe quoi. On l'oriente, mais on laisse un accueil dans sa manière de recevoir les choses et dans sa manière d'exprimer son ressenti ou sa créativité par rapport à ça. OK. Donc, d'abord, pour le stage enfant Sylvain en France, purement historiquement, nous avons toujours suivi la formule espagnole, qui est juste les 2 premiers jours. Mais Dis, ouais. Bert Goldman, par exemple, a toujours fait spoon bending comme partie du cours. Ah ouais? Et justement, pour les enfants, quand on fait l'intérieur d'une plante, parce que j'ai introduit quand même le cours enfant au Canada, et là, on faisait le cours complet. Et là, effectivement, on fait pousser les plantes pendant le cours, parce que le cours, il est assez long pour voir carrément la différence du premier au dernier jour. Et on les encourage de continuer à faire ça à la maison. Donc, comme tu dis, on a vraiment une évidence physique. J'ai fait quelque chose avec ma pensée et pouf, j'ai changé quelque chose. Oui, c'est extraordinaire. Mais même avec ce qu'on fait dans les 2 premiers jours, euh, c'est beaucoup plus. On a au lieu de répéter des phrases, on sent des chansons, par exemple. On a des chansons pour les phrases positives. Pour les mots-clés, pas simplement on fait toute la liste et des histoires et tout ça, mais ça va? Ouais, OK. ouais, t'inquiète pas. Je leur donne, j'écris des codes secrets. Et les codes secrets, c'est parce que les consonnes ont été remplacées par des numéros. Et 1 C, T, et 2 C, N, et 3 C, M. Donc, ils apprennent très rapidement à se rappeler la connexion entre nombre et lettres. Et en plus, ils s'amusent. Tiens, je peux déchiffrer des codes secrets, etc. Donc, c'est vraiment une ambiance géniale dans le séminaire enfant. Tu veux arrêter après les 30 minutes?